Bien, bonjour à toutes et tous. On va vous proposer de prendre une place, normalement. Alors, certaines sont attitrées. Voilà, nous allons commencer la journée. Alors, avant de présenter le déroulé de notre journée dédiée à l'innovation rurale, je vais d'abord laisser Valérie Guillard accueillir l'ensemble des participants et puis je présenterai dans le détail l'organisation de notre journée. Merci Paul Mathieu. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais jamais dans ce micro, voilà, il faut que je me mette un petit peu à distance, excusez-moi. Donc, je suis Valérie Guillard, donc je suis enseignant-chercheur ici à Dauphine. Et tout d'abord, je vous remercie très chaleureusement d'être venu au Prix de l'innovation rurale. Vraiment, j'ai un grand plaisir, et nous avons un grand plaisir de vous recevoir en présentiel. Et en plus de ça, cette année, nous avons un déjeuner lors duquel nous pourrons faire connaissance, contrairement à l'année dernière, où, rappelez-vous quand même, déjà nous sommes sans masque, déjà pour commencer, et l'année dernière, nous n'avions pas pu avoir de moments conviviaux, ni lors d'un cocktail, ni lors d'un déjeuner. Donc là, on aura toute la journée pour faire connaissance, et vraiment, ça change tout. Donc nous sommes ravis de cette convivialité de cette journée. Écoutez, j'ai un honneur, vraiment un grand honneur même, à introduire ce moment qui se promet vraiment très très riche. Donc toute cette journée entre des discussions, des rencontres, des connaissances. Alors moi, je ne vais pas parler trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Je vais juste structurer mon intervention en 3 points, et notamment vous présenter un peu le cadre dans lequel vous êtes ici. Donc notamment le cadre, l'université, mais aussi le cadre, le laboratoire de recherche qui accueille en fait cette journée vraiment liée à l'innovation rurale. Et après, donc, je passerai la parole à Paul Mathieu qui donnera plus précisément le déroulé de la journée. Alors, tout d'abord, le cadre, ici, vous êtes à l'Université Paris-Dauphine. Dauphine, je ne sais pas si vous connaissez cette université, hein, il y a à peu près 10 000 étudiants, et il y a donc 6 laboratoires de recherche. C'est juste pour vous situer un peu, voilà, d'où est-ce qu'on parle, en fait, et où est-ce qu'on organise, en fait, ce prix. Il y a un laboratoire de sociologie, il y a un laboratoire de mathématiques, il y a un laboratoire d'informatique, il y a un laboratoire d'économie, de droit et de gestion. Et là, vous êtes accueillis par un laboratoire de gestion. D'accord ? Le laboratoire de gestion, moi, je ne vais pas vraiment détailler les enjeux de l'université aujourd'hui, tout simplement parce que le président de Dauphine viendra cet après-midi présenter les enjeux de Dauphine. Donc je ne vais pas parler entre guillemets à sa place. Moi, je vais plutôt vous parler de la mienne, c'est-à-dire du laboratoire de gestion que j'ai le plaisir de diriger. Donc je dirige le laboratoire DRM, donc Dauphine Recherche en Management. Pour être assez synthétique, si vous voulez, DRM, c'est le plus gros laboratoire de Dauphine. C'est 200 personnes, donc on va dire grosso modo 100 enseignants-chercheurs, 100 doctorants. Et la gestion à Dauphine, elle est structurée en 3 pôles. Un pôle finance, un pôle organisation, donc ça va être les études critiques en management, les ressources humaines, la comptabilité, le contrôle et l'audit, et puis un pôle marketing. Donc là, si vous voulez, on est en silo. Ouais, comme beaucoup d'institutions, entre guillemets, malheureusement, nous sommes en silo. Et je dis malheureusement parce que justement, ça ne permet pas les collaborations, mais ça, vous le savez bien plus que moi. Par contre, ce qu'on a créé cette année, non, il y a déjà 2 ans, c'est ce qu'on appelle de la transversalité et des axes transversaux. Donc on a un axe histoire, on a un axe bien-être. Et cette année, par contre, on a créé un axe ruralité et agriculture. Pourquoi ? Parce que ça permet à des collègues de différents champs disciplinaires, que ce soit la finance, que ce soit les RH, que ce soit le marketing, de travailler sur un objet commun. Et nous, notre objet commun aujourd'hui, c'est la ruralité. Voilà. Donc sachez que au sein de laboratoire de gestion, aujourd'hui, institutionnellement, j'ai envie de dire, a été créé un axe sur la ruralité. Voilà, il existe. Il n'existait pas l'année dernière, mais en fait, désormais, il existe. Alors, pourquoi il existe ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une thématique qui est grandissante, tant au niveau des enjeux, mais ça, encore une fois, vous les connaissez bien mieux que moi, sur la ruralité, parce que vous êtes, vous travaillez en prise quotidienne avec la réalité, mais aussi, et là, c'est plutôt, entre guillemets, de notre côté, c'est un enjeu pour les étudiants aujourd'hui. De nombreux étudiants aujourd'hui veulent travailler sur ce sujet, et je vous assure que ce n'était pas du tout le cas il y a même 5 ans d'ici. Donc en fait, on a de plus en plus de demandes d'étudiants. Quand je dis d'étudiants, c'est des étudiants en quoi ? Bon, en gestion, parce que moi je parle que de la gestion aujourd'hui, et c'est des étudiants en master 1, master 2, ils veulent faire notamment leur mémoire
parce que vous savez qu'à la fin, ils ont un mémoire de réflexion à produire. Ils veulent faire cette réflexion sur la ruralité, l'agriculture, les tiers-lieux, enfin oui, d'une façon beaucoup plus de ce sujet, parce que la ruralité, c'est évidemment très large. Mais aussi, et ça c'est encore plus important presque pour nous, ce sont les doctorants, comme Paul Mathieu, par exemple, qui fait sa thèse sur la ruralité. Pourquoi je dis plus important? Parce que quand vous avez un doctorant, déjà vous l'avez 3 à 4 ans, plutôt 4 ans que 3, et en plus, si vous voulez, il va porter une pensée, ce doctorant. Et il va porter, j'ai envie de dire, des sujets, il va porter une façon de penser que nous dispensons à Dauphine. Alors bien sûr, s'il serait dans une autre institution, il ne penserait peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on lui apporte. Donc c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des doctorants qui travaillent effectivement sur ces sujets-là. Voilà, c'est Léo, c'est Paul Mathieu, c'est Beryl, c'est effectivement de nombreux jeunes qui aujourd'hui en font la demande, en fait. Et ça, c'est nouveau. Je vous assure que vraiment, c'est nouveau au sein de DRM. Donc en fait, en plus, alors du coup, ça, voilà, dans ce laboratoire, qu'est-ce qui se passe aussi? Et ça, vous avez tous et toutes, j'imagine, un petit livre à votre disposition. C'est édité par notre laboratoire. Alors c'est l'édition 2021. Pourquoi? Tout simplement. Déjà, pourquoi je vous ai mis ce petit livre? Tout simplement parce que je voulais vous dire quelque part qu'il y a de la recherche sur la ruralité aujourd'hui à Dauphine. Là encore, je vous assure que ce n'était pas effectivement le cas il y a quelques temps. Alors, pourquoi l'édition 2021? Tout simplement par égoïsme. Excusez-moi, et là, je prêche pour ma paroisse. Pourquoi? Parce qu'avec Paul Mathieu et Fabrice donc Larceneux, un collègue avec qui je co-encadre la thèse de Paul Mathieu, eh bien, nous avons écrit un article tout simplement sur la ruralité. Et voilà. Et donc, et en plus, l'édition 2022 vient juste de sortir la semaine dernière et je n'ai pas eu le temps de m'organiser en conséquence. Mais ça, c'est un peu le faux argument, pour être très sincère avec vous. Le vrai argument, c'est que voilà, nous avons écrit un petit article, ça vous donne un petit peu une idée de la façon dont on pense la réalité en gestion, en fait. Mais alors attention, c'est une pensée voilà, partagée avec Paul Mathieu et Fabrice, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée, de ce qu'on fait en gestion sur la ruralité, et surtout d'autres collègues qui, alors pas du tout sur la ruralité, mais au sein du laboratoire, ça vous donne une idée des thématiques qui sont discutées, qui font l'objet de recherche dans le laboratoire. Attention, c'est très peu d'articles. Encore une fois, je vous rappelle, on est 100 enseignants-chercheurs, donc il y a beaucoup plus de recherches que ce que vous allez en voir ici. En tout cas, nous, ce qui nous importe beaucoup en termes de thématiques, donc, ce sont les liens au territoire. Et ça, vous incarnez complètement ce lien. Personnellement, la notion de lien m'est très chère. Et aujourd'hui, le lien, donc, c'est un contenu, c'est une force aussi. Et ce lien, on le veut de plus en plus fort. Ici à Dauphine, notamment dans DRM, en termes de thématiques. En tout cas, on a un vrai intérêt scientifique à travailler sur la ruralité. Et là, vous allez me dire, mais alors pourquoi Dauphine? Université du 16e, voilà, on n'a pas, effectivement, on est loin d'être en ruralité ici, donc pourquoi Dauphine finalement? Moi j'ai envie de vous dire tout simplement, déjà pourquoi pas, mais ça c'est un peu bête, mais surtout parce que en fait, ça rentre tout à fait dans nos valeurs, en fait, tout simplement. Et on peut être une université parisienne dans le 16e arrondissement de Paris et avoir pour valeur, effectivement, celle de la ruralité. Donc voilà, on n'a pas... je trouve qu'on est tout à fait légitime, en tant qu'université et en tant que laboratoire et en tant que domaine de recherche de la gestion, de s'intéresser en fait à la ruralité. Donc en fait, on le fera de plus en plus, et je vais en finir là, ne vous inquiétez pas, dans la mesure où vous savez qu'un sujet, il existe, et surtout, il attire, et on peut le développer à partir du moment où il est institutionnalisé. On a commencé à l'institutionnaliser cette année via ce qu'on appelle donc cet axe transversal qui est sur le site de DRM, Dauphine Recherche en Management. Il existe. Par contre, on veut aller plus loin que cela. Et en fait, on ambitionne évidemment de créer notamment, si on y arrive, une chaire en fait, qui serait beaucoup plus large, qui nous permettrait de faire des conférences sur la ruralité, de donner des cours sur la ruralité. On est pauvre en cours, et moi je n'ai absolument aucune honte de le dire. Moi je donne un cours sur le marketing territorial, 3 heures. J'ai 3 heures pour faire ça, c'est ridicule. D'accord ? Et en fait, on pourrait beaucoup plus s'étoffer sur ce sujet. C'est une ambition de Dauphine, alors, du coup de DRM, excusez-moi, je vais parler à ma place, je vais rester à ma place pour parler, mais vraiment c'est quelque chose qu'on veut développer et qu'on veut en fait élargir. Voilà. Donc en fait on va tout doucement, si vous voulez, on s'achemine vers ce projet qui est un projet vraiment qui nous tient à cœur. C'est dans ce contexte, donc dans ce cadre, dans cette envie, une vraie envie, et bien sûr je l'incarne, mais je ne suis pas du tout la seule, bien sûr, qu'aujourd'hui a lieu donc, le prix de l'innovation rurale. Alors avant
et de me taire, voilà, parce que je vais me taire, parce que sinon mon voisin de droite, il va bientôt dire que je parle trop. Je commence à le connaître. Je voulais juste adresser un petit mot à mon doctorant, que je co-encadre. Vous savez, je co-encadre avec Fabrice Larseneux, qui malheureusement aujourd'hui, pour des raisons de personnel et de santé, n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais en fait, je voulais juste m'adresser à Paul Mathieu, juste une minute. Paul Mathieu, je voulais déjà vous remercier, vraiment chaleureusement, de votre travail. Il y a 2 ans, Paul Mathieu a impulsé ce travail. Voilà, il faut savoir que Paul Mathieu il est en thèse depuis 3 ans et demi, on va dire, 4 ans en thèse. Le temps passe très vite. Voilà, et en fait, j'ai un vrai plaisir à l'encadrer. Je voulais juste, excusez-moi, ça fait un peu chaud à l'américaine et je déteste ça, mais pour le coup, là, je trouve que ça s'y prête. Je veux juste qu'on l'applaudisse très rapidement, Paul Mathieu. Voilà, parce que il faut quand même savoir que sans Paul Mathieu, ça n'existerait pas, ce prix. C'est lui qui a eu l'idée de l'impulser et on l'a suivi, bien entendu. J'espère qu'on a pu l'aider, mais en tout cas, on l'a suivi. Voilà, c'est un vrai plaisir d'encadrer la thèse de Paul Mathieu. Vous avez su créer une dynamique, Paul Mathieu. Je trouve que vous avez fait aussi preuve d'un grand professionnalisme dans la gestion de ce prix. Beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de bienveillance, et c'est vraiment des thèmes et des valeurs qui me sont chères. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous dire bravo pour cette initiative, parce que grâce à vous, eh bien, nous allons passer une journée très bonne de réflexion, de rencontres sur ces thématiques-là. Donc merci pour ce que vous faites pour DRM et pour Dauphine aussi. Voilà, donc je tenais à le signaler. Et puis tant que j'en sais dans les remerciements, et après j'arrête, je voulais remercier nos partenaires, vraiment, nos partenaires financiers. Vous savez que sans financement, on ne pourrait pas exister, vous le savez, cette journée ne pourrait pas exister. Donc merci à La Poste, merci à Aesio Mutuelle, merci à GRDF, la Fondation RTE, le CEREMA, les familles rurales, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le Labo rural. Donc vraiment merci à ces partenaires-là. Nous avons aussi des partenaires institutionnels et un grand merci d'avoir pu diffuser le prix, pour les candidatures. C'est grâce à nos partenaires institutionnels aussi qu'on a pu avoir autant de candidatures. Mais ça, Jean, on parlera cet après-midi. Donc merci à l'Association des maires ruraux de France et à l'Association nationale des pays et des pôles territoriaux. Et puis merci de votre soutien, parce que grâce à vous, ce prix a une légitimité. Grâce à vos diffusions. Plus vous diffusez, évidemment, plus nous, on gagne en légitimité aussi. Je voulais aussi remercier vraiment le pôle organisation, alors le site internet, l'organisation des dossiers, le fait de rapporter sur les dossiers, parce que nous, lors de chaque réunion, eh bien, on avait déjà des rapporteurs. Donc là, vraiment, Paul Mathieu, bien sûr, Beryl, qui est en face de moi, Léo aussi, bien sûr, et puis Corentin, Emery, que je n'ai pas vu encore ce matin, mais il va venir, il va arriver, du mouvement Bouge ton coq. Et puis aussi, voilà, les membres du jury, et peut-être qu'ils pourraient, pour les gens qui sont là, peut-être rapidement lever la main, on les identifie, même si on les connaît, bon, juste pour ceux qui sont là. Donc bien sûr, à ma droite, je voulais vraiment remercier le président du jury, Jean. Alors Jean, vous savez quel était toujours encore mon problème cette année, le même que l'année dernière. 8 heures les réunions, c'était un peu dur, mais ça vous le savez, j'en ai déjà fait la réelle. Je sais. Je sais, le 7h30 était une épée de Damoclès pour moi. Mais voilà, donc merci Jean. Ça a été efficace, c'était bienveillant, c'était de la bonne humeur à chaque fois. Et à chaque réunion, Jean, à chaque réunion. Donc merci, parce que c'était un vrai plaisir de se retrouver. Je ne vous dis pas le processus, Jean vous l'expliquera cet après-midi. Merci à Marie-Hélène, que je vois là-bas, qui est déléguée générale de la chaire Gouvernance et Régulation à Dauphine. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Dauphine, mais à Dauphine, il y a des chaires. Et donc, voilà, Marie-Hélène a eu de la gentillesse de venir nous aider aussi sur ce prix. Donc, merci Marie-Hélène. Merci à Fabrice, qui doit peut-être nous écouter, qui est à distance, bien sûr. C'est mon collègue qui est chargé de recherche CNRS, qui co-encadre la thèse avec moi, de la thèse de Paul Mathieu. Donc, c'est un vrai plaisir aussi de travailler avec Fabrice. Merci à Simon Renucci. Je ne sais pas si Simon, il arrive, voilà, très bien. Qui est ancien député maire d'Ajaccio. Si vous voulez, Simon, c'était un peu le philosophe. Vous voyez, parfois, on avait un petit laïus de Simon, et après, pendant 3 heures, on réfléchissait à ce qu'il venait de nous dire. Donc, pour moi, c'était un peu le maître à penser. Vous voyez, des fois, je me dis, ah oui, alors d'accord. Alors, on s'arrêtait après de penser, donc c'était très agréable. Merci à Corentin, donc, qui est responsable effectivement du mouvement Bouge ton coq. Merci à Vincent Pagné. Est-ce que M. Pagné, là, non, qui est PDG de Base 10 et cofondateur d'Aoui. Agnès Canaillé, effectivement, sénatrice de Seine-Maritime aussi, alors pareil, qui sera... Toutes ces personnes seront là cet après-midi. Non, mais je préfère déjà un peu les remercier à ce moment-là. Josiane Cornelou aussi, qui était là l'année dernière avec nous, qui est députée de Saône-et-Loire et présidente de la NPP. Nadine Grelet aussi, Nadine Grelet-Sartenay, pardon, qui est maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes des Pays Fléchois. Donc toutes ces personnes aussi seront là cet après-midi.
J'en finis aussi par les nouvelles personnes aussi qui sont venues dans le jury cette année. Colin Rodet, hein, qui est là, voilà, exactement, bienvenue, qui est directeur délégué aménagement des territoires et relations avec les collectivités au CEREMA. Donc, merci de votre présence. Géraldine Derosier, qui est chef de projet Mission Ruralité à la NCT. Frédéric Dohet, délégué général de la Fondation RTA, qui est également ici présent. Olivier Duzard, responsable des relations territoriales de GRDF, donc je ne l'ai pas vu, je ne pense pas qu'il soit encore là. Emmanuel Fèvre, donc directeur général du Labo Rural. Et puis Georges Bras, délégué à l'action territoriale du groupe La Poste. Bienvenue, merci de votre présence. Voilà, donc merci beaucoup. Grâce à vous aussi, hein, c'est grâce à votre connaissance qu'on a pu être le plus objectif possible dans la remise des prix. Et dans ça, donc ça, c'est Jean qui expliquera ça cet après-midi. Je vais me taire et je vais définitivement me taire en vous remerciant de votre attention, en vous disant tout le plaisir et vraiment l'honneur que j'ai d'être ici avec vous. Je sais que je vais beaucoup apprendre aujourd'hui sur la ruralité. Donc c'est aussi un peu une formation continue pour moi et ça, j'en suis très consciente. Donc merci beaucoup. Et puis, écoutez, on aura l'occasion évidemment de se voir d'une façon plus proche, on va dire, lors de cette journée. Voilà, je me tais. Excusez-moi, j'étais longue, mais j'avais besoin de dire tout cela. Merci beaucoup, Madame Guillard, pour vos mots touchants. C'est également très agréable d'effectuer sa thèse au sein de ce laboratoire et sous votre direction, ainsi que celle de Fabrice Larceneux, et de pouvoir être accompagné dans ce genre d'initiative comme le prix d'innovation rurale l'est, voilà, et je suis très heureux de le voir à cette place aujourd'hui dans le laboratoire que vous dirigez. Donc merci aussi pour ce tour d'horizon des activités du laboratoire dans lequel il fait bon faire une thèse. Voilà. Donc je m'associe aux remerciements que vous avez prononcés à l'attention des partenaires et membres du jury. Hein. Nous avons eu à chaque fois des échanges nourris, constructif, que ce soit au moment de préparer les partenariats ou dans les travaux du jury, même si je crois que la personnalité du président du jury n'est pas tout à fait étrangère à l'ambiance à la fois sérieuse et agréable qui a régné entre nous. Et donc, très heureux de vous retrouver également en présentiel sans masque pour cette journée dédiée à l'innovation rurale, avec, pour commencer, une table ronde sur les tiers-lieux ruraux. Donc, nous avons reçu cette année 45 candidatures de tiers-lieux, s'ajoutant aux 15 de l'an dernier, et qui nous ont donc beaucoup questionné sur le phénomène, son ampleur, son impact sur le développement rural et les dynamiques d'innovation locale. Et nous avons décidé d'y consacrer une table ronde qui sera animée par Léo Petitot, qui lui-même s'intéresse à cette question dans sa thèse. Cette table ronde sera suivie d'une keynote de Patrick Lévy-Weitz, président de France Tiers-Lieux, sur une question spécifique et abordée de façon prospective, donc les tiers-lieux ruraux et la question du retour des services de proximité dans les territoires ruraux. Il devait s'associer à la table ronde, mais je vous prie de l'excuser, il a une réunion importante dans un ministère, et donc nous rejoindra après pour une intervention. Et puis ensuite une séquence à laquelle nous tenons beaucoup, que sont devenus nos lauréats de l'an dernier, et donc nous écouterons deux d'entre eux qui, vous le verrez, ont beaucoup avancé. Et puis ensuite, à 12h15, le moment du déjeuner nous permettra de nous restaurer dans une ambiance conviviale non loin d'ici, mais vous pourrez nous suivre, vous trouverez sans problème le chemin, voilà. Et nous reviendrons là encore, mais je m'abstiendrai d'en dire trop, nous reviendrons à 13h30 pour la cérémonie de remise des trophées. Donc une journée chargée mais riche s'annonce et nous sommes très heureux de la partager avec vous. Donc je cède sans plus attendre la parole à Léo pour la présentation de la table ronde, et j'en profite pour remercier Bonnie Chatagnon, Éric Rezel et Ignacy Capdevilla pour leur participation. Je vous prie sincèrement aussi de m'excuser, je dois gérer la logistique, accueillir le traiteur, et donc en tout cas récupérerai avec grand plaisir la vidéo et j'écouterai vos interventions plus tard. Mais en tout cas, merci à vous et très bonne table ronde. Excusez-moi, mais j'écris de la frustration en parlant du petit livre parce que je crois qu'en deuxième rangée, vous n'avez pas le petit livre. Donc du coup, voilà, merci beaucoup Paul Mathieu. Excusez-moi d'avoir créé ce petit sentiment de frustration. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Alors excusez-moi, je dois faire un petit réglage technique parce que je pense que Éric Rezel ne nous voit plus. Hop. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Voilà, nous y sommes.
Bon, on a refait les comptes. Cette année, sur l'ensemble des dossiers qui nous ont été déposés, il y avait 24% des dossiers candidats qui étaient des tiers-lieux ou qui étaient directement rattachés à des projets de tiers-lieux, ce qui est assez révélateur de la dynamique en cours et de la mode qu'il y a en ce moment sur ce dispositif. Donc je fais aussi référence au rapport de France Tiers-Lieux présidé par Patrick Lévy-Weitz, Nos territoires en action, qui est sorti en fin d'année 2021 et qui a recensé près de 3000 tiers-lieux. Il devrait même y en avoir 3500 d'ici fin 2022, ce qui vous montre un peu la dynamique exponentielle du moment. Alors le premier enjeu, avant d'aborder cette table ronde, quelles opportunités pour le développement territorial avec les tiers-lieux, c'est de savoir de quoi on parle. Et avec in fine peut-être plus de questions que de réponses. La notion de tiers-lieu, elle émerge dans les années 80. Elle est issue de la sociologie urbaine et des travaux de Ray Oldenburg qui parle de third place, le premier. Donc le third place, c'est le troisième lieu qui est intermédiaire entre les deux lieux de vie principaux que sont le domicile et le lieu de travail. Donc en fait, les premiers tiers-lieux mentionnés sont des endroits comme les centres commerciaux, les gares, les cafés, les restaurants. Pour la petite anecdote, la multinationale Starbucks Coffee se revendique comme le plus grand tiers-lieu et le premier tiers-lieu du monde. Donc c'est dire à quel point on n'en est plus exactement à ce stade aujourd'hui lorsqu'on parle de tiers-lieu. Donc c'est une notion qui est plutôt urbaine à l'origine, mais en 30 ans, la notion est devenue plus institutionnelle et peut-être perçue assez différemment. On parle plutôt d'endroits hybrides aujourd'hui avec différentes activités, du coworking, des cafés associatifs, des ateliers partagés, des Fab Labs, ces laboratoires de fabrication collaboratifs, de fabrication d'objets à l'aide de machines 3D et autres technologies, des jardins partagés, des fermes partagées, des lieux culturels pour les artistes, mais aussi pour le grand public, des pépinières d'entreprise, des espaces de vie sociale, des épiceries solidaires. Alors, si on prend une activité en soi, comme le coworking, par exemple, la différence, elle est assez ténue entre d'autres dispositifs qui existaient, comme les télécentres, les cybercafés. C'est pareil, hein, les cafés-restaurants, voilà, quelle différence avec le bistrot de village, au fond. Mais ce qui change la donne aujourd'hui, c'est la diffusion spatiale d'espaces plus alternatifs hybrides, qui associent souvent cette offre avec d'autres activités, comme j'ai pu vous en citer, dans leur dimension culturelle, écologique, économique, sociale. Bref, finalement, c'est un lieu où des personnes qui n'auraient pas eu de raison de se rencontrer vont pouvoir entrer en interaction et créer quelque chose, une effervescence, alors qu'ils viennent pour des raisons différentes dans le tiers-lieu. D'ailleurs, le tiers-lieu, c'est pas forcément l'espace en soi, c'est aussi la démarche sous-jacente. Un tiers-lieu, il peut être itinérant. On a eu plusieurs dossiers qui étaient des tiers-lieux itinérants. Il peut être morcelé entre différentes communes. Ça peut même être un hameau à part entière. L'important, en fait, c'est qu'il y ait une dynamique collective à l'origine. Donc là, je m'en tiens à la définition de la coopérative tiers-lieu, qui est le réseau assez précurseur en Nouvelle-Aquitaine, qui définit le tiers-lieu comme l'incarnation, dans un espace d'activité marchande ou non marchande, d'un contrat social qui se décompose à travers 3 dimensions: un parcours d'émancipation individuelle, un projet collectif et une démarche motivée par l'intérêt général. Le nombre de tiers-lieux a quasiment doublé en France depuis 2018 et l'appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire de la NCT n'y est pas pour rien. C'était d'abord pour récompenser des projets autour de l'accès au numérique, puis avec des thématiques plus transversales comme le travail, le lien social, la mobilité, la culture ou l'écologie. Et si la majorité des tiers-lieux se situaient dans les grands centres urbains en 2018, aujourd'hui, c'est 52% des tiers-lieux qui se situent hors des 22 grandes métropoles administratives françaises. Et en 2019, donc avant la crise du Covid, il y avait à peu près 2 millions de personnes qui sont venues dans un tiers-lieu pour y travailler. Donc on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, c'est bien plus. Donc à partir de là, on peut soulever plusieurs questions. Comment est-ce qu'on réinvente des modes de travail face à un fort besoin de flexibilité qui est soit imposé, soit choisi, avec la mobilité par rapport au travail, qui est un enjeu central en territoire rural? Comment participer au développement de l'emploi local et former aux nouveaux métiers, au numérique, à la transition écologique, à la culture, mais aussi à l'artisanat?
Comment accompagner le développement des usages numériques dans des espaces qui en sont parfois éloignés. Comment entretenir le lien social dans des territoires reculés et comment inclure les personnes qui en sont en marge. Mais aussi quels défis concrets, avec en premier lieu la question du modèle économique des tiers-lieux dans les espaces ruraux, où on trouve plutôt des portages associatifs, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou même des portages publics, alors que ça peut être, mais très rarement en entreprise, comme ça peut être le cas en ville. Quel risque de dévoiement aussi par rapport à leur mission d'origine, et quel partenariat avec les collectivités et les autres acteurs territoriaux. Donc on a le plaisir d'inviter, de recevoir trois intervenants aujourd'hui. Donc premièrement, Ignacy Capdevila. Vous êtes professeur associé à Paris School of Business. Vous êtes chercheur en sciences de gestion avec des travaux qui portent notamment sur les dynamiques d'innovation. Donc ça tombe bien, on est au prix de l'innovation rurale, mais en particulier sur les espaces collaboratifs comme les tiers-lieux dans lesquels on peut inclure les espaces de coworking, les Fab Labs et autres makerspaces. Et vous coordonnez notamment le projet Coral, qui est un programme de recherche européen qui permet à 15 doctorants de travailler sur le développement de ces espaces de travail collaboratif dans différents territoires ruraux européens. Donc étudier leurs impacts, notamment plus larges au niveau local et régional. L'idée étant d'intégrer les tiers-lieux comme des outils pour les politiques publiques et le développement des territoires. Ensuite, Bonnie Chatagnan, vous êtes cofondatrice du tiers-lieu Polymorphe dans l'Allier. C'est une association qui est lauréate de la première édition du prix de l'innovation rurale. Donc c'est un tiers-lieu qui est axé agroécologie et culture, qui a connu aussi de récentes évolutions dont vous nous parlerez. Vous y coordonnez la programmation culturelle et la direction artistique. Et votre retour d'expérience sera précieux en tant qu'actrice de terrain, particulièrement impliquée dans l'exploration de ces organisations. Et enfin, Éric Rézel, qu'on accueille à distance. Vous êtes maire de Ceffonds, dans l'Aube, président de l'association des maires ruraux de Haute-Marne et référent pour la région Grand Est. Vous êtes vice-président innovation rurale de l'agglomération Saint-Dizier, d'Aire et Blaise, et on est heureux de pouvoir bénéficier de votre expertise en tant qu'élu local pour nous éclairer aussi sur les liens entre tiers-lieux et collectivités. Malheureusement, on devait aussi accueillir Christine Liefog, qui est enseignante-chercheuse à l'université Lille 1, mais qui, pour une raison de cas de force majeure, ne peut pas venir, mais on espère la retrouver une prochaine fois. Alors pour commencer, je voudrais me tourner vers vous, Ignacy Capdevila. Qu'est-ce que vous entendez par la notion de tiers-lieu? Et est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une définition commune? Ou est-ce que vous trouvez que faire des typologies, c'est plus adapté pour un sujet, pour un terme aussi vaste? Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous? Simplement pour activer votre micro, voilà. Faut pousser le bouton. Parfait, merci. Merci beaucoup Léo, merci beaucoup à l'organisation pour m'avoir invité. C'est un plaisir aussi de voir que la ruralité et l'innovation dans la ruralité, donc vraiment, ça, comme vous disiez, s'institutionnalise peu à peu. Par rapport à la question que vous me posez, je pense que, bon, d'abord, avec votre introduction, vous avez répondu largement. Je pense que l'origine du tiers-lieu, je dirais, c'est un terme qui est anglais, de third places, qui a commencé à, disons, être populaire à partir des écrits de Ray Oldenburg, et que je pense que au début s'appliquait beaucoup dans le contexte américain, disons, des grandes distances, un peu de l'individualité et le manque disons, d'interaction sociale. Et donc ce terme de tiers-lieu, qui fait référence à ce numéro 3, entre le 1 et le 2, le 1 étant un peu le domicile, comme vous avez bien expliqué, et le 2, le lieu de travail. Est-ce que le terme tiers-lieu, disons, répond à la réalité européenne, française, etc. Est-ce que les tiers-lieux qui sont aussi ici représentés, vraiment ce sont un espace entre le lieu de travail et le domicile? Moi, personnellement, j'en doute. Je pense que c'est plus que ça, et quelquefois même, dans beaucoup de cas, c'est le deuxième lieu, c'est le lieu de travail aussi. Donc,
c'est discutable, non? Après, c'est vrai qu'il y a d'autres dynamiques comme le co-living aussi se mélangent, le domicile et le travail et la socialisation. Donc, bon, on pourrait en discuter largement pour la définition. C'est vrai que en France, au moins, je dirais plus que dans les pays anglophones, la dénomination tiers-lieu a pris beaucoup d'amplitude. Peu importe, je veux dire. C'est important de nous comprendre avec les termes qu'on utilise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres termes, comme vous avez aussi référé à coworking, Fab Lab, hackerspace, makerspace, etc. Coworking space. Je dirais que après, c'est vrai que dans ce phénomène et quand on a commencé à étudier ce phénomène il y a peut-être 10-15 ans, quand je faisais mon doctorat au Canada, à Montréal, en fait, il n'y avait pas de recherche sur ces espaces. On avait du mal à trouver le terme qui était le plus adéquat en français ou en anglais. Et bon, je pense que chaque groupe de travail a son propre définition entre Open Labs, espace collaboratif, etc. Peu importe, je pense. Et la première tendance a été, et c'est vrai, comme vous parliez de typologie, c'était, et on le voit aussi dans la littérature sur ces espaces, c'est de créer des typologies. Mais ça, je pense que c'est une tendance assez normale quand on essaie de comprendre un phénomène qu'on voit se développer, c'est de créer des typologies pour comprendre ça. Et il y a plusieurs écrits sur ça, oui, un peu sur est-ce qu'on peut différencier des approches sur l'innovation, sur des activités qui se font, peut-être les hackerspaces, makerspaces, serait plutôt le faire, disons, sur l'artisanat, etc. Peut-être le coworking space serait plus sur des endroits où des professionnels autour du digital, etc. Donc, se réunissent, etc. Mais bon, mon point serait surtout Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures sur les définitions et typologies et qu'est-ce que c'est. Mais je pense qu'un terme comme third places ou tiers-lieu reflète bien... c'est assez flexible pour mettre beaucoup de phénomènes ou de types d'espaces différents. Je pense que c'est en fait ce qui reflète les dossiers que vous avez reçus, là, les diversités d'espaces qui peuvent se dénominer ou autodénominer un tiers-lieu. Merci. Alors justement, on a aussi autour de la table une représentante d'un tiers-lieu qui est assez original. C'est Bonnie Chatagnon. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'origine de Polymorph et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre démarche? Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de nous avoir invités cette année. Je suis venue toute seule, Léo n'étant pas disponible. Mais c'est assez émouvant, oui, parce que l'an dernier, on était au même endroit, à peu près à la même époque, pour venir chercher ce prix. Et c'est vrai que pas mal de choses ont avancé depuis. Polymorph, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, sur la rencontre qui n'aurait pas pu se faire autrement. Parce que ça m'interpelle par rapport à notre projet. Je vais vraiment parler de mon expérience, notre expérience personnelle. C'est assez spécifique à notre projet. Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais en tout cas, ça me fait penser à cette rencontre qui s'est faite totalement par hasard avec des agricultrices. C'est comme ça que Polymorph est né. Je suis venue totalement par hasard dans l'Allier pour faire des travaux de réfection. Je ne suis pas du tout dans le bâtiment à la base, mais c'était pour faire un peu d'argent de poche à travers un copain dont la tante refaisait sa maison. Donc en gros, j'ai gratté de la peinture sur des volets pendant 3 semaines. Et en fait, juste à côté de cette maison, habitaient Isabelle et Valérie, 2 agricultrices, 2 éleveuses de brebis, qui font aussi du coup des céréales en bio. Et donc tous les soirs, vu que elles étaient liées en fait, Isabelle étant la sœur de la personne chez qui je travaillais, tous les soirs on dînait ensemble. Et Léo comme moi, on est tous les 2 urbains. Moi, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études à Strasbourg, puis à Lyon, à Mexico, puis j'ai vécu en Afrique du Sud, dans la ville du Cap. En fait, même si j'ai traversé des milliers de kilomètres, j'ai toujours vécu en ville. Et donc, on croit voyager beaucoup, mais en fait, j'ai toujours voyagé dans un contexte urbain. Et donc, en arrivant dans cette campagne très isolée, qui est l'Allier, qui est un département très rural, au milieu de la diagonale du vide, j'ai eu comme un dépaysement.
Et puis cette rencontre avec donc ces agricultrices, un monde que je ne connaissais pas du tout, était assez fascinante pour moi. Et ces agricultrices sont des personnes qui ont l'âge de mes parents. En fait, c'est un peu le miroir de mes parents, mais dans un contexte totalement différent et dans un univers totalement différent. Voilà. Pour faire court, on s'entend très bien et j'avais cette envie de créer un espace de résidence artistique, mais alors je n'avais même pas imaginé le faire à la campagne. J'imaginais ça plutôt en ville, puisqu'en fait c'était la seule option que mon cerveau avait créée. Et en fait, elle me propose à la fin de mon séjour, ben voilà, on a pas mal d'espace, si tu veux, ici, pour ton projet. Et il faut savoir que la ferme du Rutin, donc, où est installé Polymorphe, c'est un ancien hameau. Donc il y a 100 ans, il y avait une trentaine d'habitants dans cet endroit. À l'heure, en 2017, quand elle me parle de ça, en 2016 même, elles étaient plus que 2. Donc il y a 5 hautes maisons, de nombreuses granges. Elle s'approchait de la retraite et disait « Nous, on va arrêter l'élevage. » Donc qu'est-ce qui va se passer de cet endroit ? Moi, je me suis tout de suite prise à fantasmer les granges immenses de 600 mètres carrés, la petite maison... les champs autour, mais ma première réaction était plutôt de dire non mais c'est trop perdu en fait, je n'imaginais pas ça là-bas. 1 an après, je refais le tour de la question et je me dis mais en fait je suis complètement bête pour plusieurs raisons. Déjà ça fait plus sens de faire un projet culturel dans un lieu où il y a peut-être plus de besoins culturels. Refaire ça dans une ville où j'ai grandi qui est Marseille, qui est en plein boom culturel, est-ce que ça a une vraie utilité ? Il y a déjà 1000 projets culturels qui font vivre la ville et la font palpiter. Pour des artistes en résidence, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir un grand espace de travail plutôt que d'aller s'entasser en ville, où d'ailleurs souvent ils sont contraints de vivre pour leur travail, ils partagent des espaces restreints, des studios chers, est-ce que c'est pas plus intéressant pour eux ? Et en termes un petit peu d'opportunisme, je me dis, mais en fait, mon loyer va être beaucoup moins cher, j'aurai un plus grand espace, je pourrais développer plein de choses ici. Qu'en ville, je vais faire quoi ? Je n'ai pas de capital d'investissement. Donc, en fait, toutes ces raisons font qu'un jour, j'ai eu tilt et je me suis dit, mais je vais y retourner avec un ami, Léopold, avec qui j'ai étudié. Et je crois que tous les deux, on avait ce projet, on avait une envie de un peu dessiner nos avenirs, de ne pas rentrer dans des catégories qui nous attendaient en ville après nos études. On a tous les deux étudié Sciences Po à Strasbourg. C'était comme s'il y avait un chemin tracé, et là, tout à coup, on pouvait inventer notre destin. Donc, on s'est retrouvés là-bas, et en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'on nous a dit, vous voulez commencer les travaux quand ? On a dit, demain, en fait, on est dispo. Donc on a fait 4 mois de travaux dans la maison en plein hiver. Ça a été un sacré choc parce qu'on n'était pas non plus très habiles de nos mains à la base. Donc on a appris sur le tas avec ces 2 agricultrices qui nous ont transmis plein de choses. On a refait nos murs à la chaux, on a fait énormément de choses et donc on a commencé à un petit peu avoir cet aperçu de la vie rurale. Et du coup, après 4 mois de travaux en hiver, on ne pouvait plus partir. Il fallait qu'on profite et qu'on développe un projet. On ne pouvait plus dire « au revoir, c'était sympa ». Donc en fait, peu à peu, on a développé Polymorphe. Et aujourd'hui, on appelle ça un tiers-lieu. Aujourd'hui, on se reconnaît dans la notion de tiers-lieu. Mais à la base, ce n'était pas du tout ça, l'idée de créer un tiers-lieu. On avait même la sensation que c'était plutôt un mot valise et qu'on ne se reconnaissait pas forcément là-dedans. Après, il s'avère qu'en fait, nos activités sont très diverses. On a commencé avec les résidences artistiques, donc un volet très culturel, avec l'idée que les artistes en résidence viendraient et en échange de leur présence sur place, dispenseraient 2 heures d'action culturelle alentour. Alors, pas seulement à la ferme, mais alentour, parce que dès le début, on s'est dit, on ne va pas rester dans notre ferme qui est à 3 km d'un village, on va plutôt aller de village en village, proposer aux écoles, aux accueils de loisirs, aux MJC, des ateliers pas très chers, pour faire de l'action culturelle. Pareil pour les sorties de résidence, donc des événements culturels, des expositions, des concerts, en itinérance ou à la ferme. Donc on est parti là-dessus. Après, on a développé un format de festival qui s'appelle le Silure Festival, qui n'a eu lieu malheureusement qu'une fois, et qui est très hybride autour de la culture, mais aussi des acteurs locaux, des associations qui viennent présenter leur travail, animer des ateliers, mais aussi de la musique, et puis donc des publics qui viennent de loin et du coin. Parce que c'est un peu ça la spécificité de Polymorphe, c'est qu'on touche un public de jeunes urbains et d'autres régions qui viennent pour des activités,
mais aussi des gens du coin qui viennent à la journée. Et puis ça part toujours de notre expérience, vous me dites si je parle trop. Ça part toujours de notre expérience, c'est-à-dire qu'à un moment on s'est dit « Ah mais on commence à avoir un jardin potager, tiens on a envie d'apprendre telle technique, par exemple la greffe, on a envie d'apprendre à greffer des arbres. Bon alors comment on fait pour organiser une activité autour de ça? Alors on va faire venir quelqu'un quelqu'un du coin, qui est passionnant, qui est un jardinier et un permaculteur au doigt vert, et lui, il va transmettre son savoir-faire. Et nous, on en profite pour ouvrir cette activité. Là, des gens viennent soit de loin et ils campent à la maison, soit du coin, ils viennent découvrir cette technique. Et donc, on fait ça avec toutes nos activités. Donc, comme je disais, d'abord, c'était la culture. Ensuite, ça a été la permaculture avec des stages environnementaux. Ensuite, l'autoconstruction, parce qu'en fait, on a développé un projet de hameau réversible avec des cabanes, en gros. Donc, en fait, on s'est dit, on va apprendre à construire ensemble avec des matériaux locaux. Donc, pareil, on fait un grand chantier participatif où des gens se rencontrent, des gens de tous les âges, du coin, de loin. Et donc, ces moments de créer quelque chose qui n'aurait pas pu se passer autrement avec des personnes qui n'auraient jamais discuté ensemble. Et ça, c'est vraiment le plaisir qu'on a. Et du coup, la dernière chose qu'on a développée au-delà de ces activités, c'est la revue Polymorphe, qui cristallise toutes ces pensées, en fait. Et on part à chaque fois d'une expérience. Donc là, par exemple, c'est le numéro 1 sur les savoir-faire. Parce qu'en arrivant, on n'avait aucun savoir-faire. On était fascinés par ces agricultrices. D'ailleurs, c'est Valérie qui est en couverture et qui nous disait... je ne sais pas si j'ai le temps. En fait, un jour, j'ai utilisé un ciseau à bois pour enlever de la chaux entre deux briques et, pendant les travaux. Et elle a regardé donc, son ciseau à bois massacré. Elle dit, mais... Donc ça, c'est un ciseau à bois qui vient d'un atelier d'un grand-père que j'ai récupéré dans son vieil atelier. Il date du début du siècle dernier. Et je dis, ah d'accord. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous vous emparez d'un outil comme ça? Enfin, je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. Et du coup, en fait, il ne se passait rien dans nos têtes. Parce qu'on est coupé de ça depuis des générations. Moi, ma grand-mère a grandi en milieu rural, elle est venue vivre à Lyon. En fait, ça fait 3 générations qu'on est coupé de ses savoir-faire. Et du coup, cette fascination-là pour les savoir-faire motive notre démarche. Et donc voilà, ce thème sur les savoir-faire, qui est une revue participative. Donc en fait, chaque année, on fait un appel à contribution et plein de gens différents participent et créent cette revue ensemble de façon bénévole. Et c'est aussi une manière d'autofinancer Polymorphe. Et donc le numéro 2, qui sortira à la fin de l'année, sera sur la jeunesse, enfin les jeunesses, parlant de jeunesse en milieu rural, jeunesse en milieu urbain, ou la jeunesse comme un esprit. Voilà, je crois que j'ai un peu balayé tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, c'est très intéressant et on se rend compte que malgré tout, l'ancrage local aussi était assez important avec ces 2 agricultrices qui vous ont aussi beaucoup aidé pour faire émerger ce projet. Et justement, à ce propos d'ancrage local, je voulais me tourner vers vous, Éric Crézel. Vous qui êtes élu, comment la commune, à votre avis, doit se positionner vis-à-vis de ce type de projet? Et comment ces types de projets doivent se positionner vis-à-vis des collectivités territoriales? Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que des tiers-lieux fonctionnent ou non sur un territoire en fonction de ça? Bonjour à tous. D'abord, mes excuses de ne pas être en présentiel. Étant en Savoie, je n'ai pas pu faire l'aller-retour, contrairement à ma Haute-Marne, où là, j'aurais pu participer avec vous, y compris Europa. D'abord, voilà, mes excuses. Donc, mes félicitations donc, à toute cette démarche. En fait, peut-être pour commencer par un petit clin d'œil par rapport à l'introduction de Valérie Briard tout à l'heure, je pense que les ruraux ont énormément besoin d'une université, quand bien même serait-elle dans le 16e, puisque en fait on aurait dû déjà inventer depuis longtemps le prix de l'innovation rurale, et en fait personne ne l'a fait, et vous l'avez fait, donc bravo. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important au niveau, disons, du lien, ce que vous indiquiez à l'instant par rapport à votre expérience de tiers-lieu, c'était ce lien avec le monde rural qui est très important. Et je pense qu'on a des liens entre nous, et donc tout ça crée, malgré la diversité des questions, un bel ensemble, je pense. Moi, ce que j'aimerais peut-être dire déjà au départ, c'est que justement par rapport à les ruraux,
moi, j'ai fait la moitié de ma vie en ville, la moitié dans le milieu urbain, la moitié en monde rural, y compris dans les quartiers défavorisés. Et donc, j'ai un petit peu cet angle d'entrée particulier. Ceci dit, je trouve qu'on l'a souvent mal considéré. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, on se disait que s'il y avait des choses très complexes, il fallait les confier au monde hyper urbain, genre métropole. C'est-à-dire, si on fait de l'innovation, on s'adresse aux métropoles. Si on fait de la gestion et du développement économique, on s'adresse aux agglomérations. Et si on fait du petit bricolage local d'installation d'un commerce ou d'une MJC ou d'une association, dans ce cas-là, on s'adresse à la commune. Et cette façon de voir verticale est une vraie problématique. Et je pense que l'avantage des tiers-lieux, même si en termes de définition, on a toujours beaucoup de mal, mais quand même, ça identifie ce qu'il en est. Et je pense que ça remet justement la question de l'innovation, de l'énergie, de la transversalité à tous les niveaux, et y compris dans le monde rural. Et par rapport à la question que vous posiez sur le lien avec les communes, en fait, l'avantage du monde rural, qui n'apparaît pas forcément, j'allais dire, vu de loin ou vu d'ailleurs, c'est qu'en fait, dans le monde rural, il y a une vraie accessibilité, donc, à la fois des élus. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'est arrivé récemment, bon, je pense que le projet ne se fera pas, mais un jeune qui a 21 ans, qui sort d'une licence de chimie, voulait créer un atelier de récupération de matériel, genre petit matériel électroménager, et donc de faire former des gens sans emploi pour faire ça. Et en fait, la question, il a mis 5 minutes, puisqu'en fait, dans le village, tout le monde me connaît. Et donc, il a fait simplement, vu que ma voiture était garée devant, donc il a ouvert la porte et il m'a dit, Eric, voilà mon idée, voilà ce que je pourrais faire. Ce projet-là ne va pas se faire, mais ceci dit, ça donne quand même le lien direct. Et ça, c'est une chance pour la ruralité qu'elle n'a pas toujours su montrer, et depuis quelques années, on est un certain nombre de collègues, donc c'est vrai qu'on est pas mal réunis autour des maires ruraux, mais en général, dans les élus, on a cette capacité à avoir déjà cet accès direct. Donc ça veut dire que quelqu'un qu'on connaît dans le village ou qui arrive comme expérience précédente et qui dit voilà, on a envie de faire ça, ou à la mairie on est au courant, c'est assez facile de concrétiser. Et donc je pense que ce lien direct est très très important. En plus, il y a la question de la réactivité, puisqu'en fait au niveau de quand quelqu'un vient dit voilà, j'aimerais ça, mais par exemple je veux créer une épicerie solidaire, mais j'ai pas de local. Et donc là aussi, dans le monde rural, la plupart du temps, on sait qu'il y a un boulanger qui a fermé, peut-être il y a 20 ans, mais qu'il y a un espace qui est devenu une annexe de maison d'habitation et qui conviendra parfaitement. Et là aussi, en termes de réactivité, on peut facilement faire ça. Et ça, je pense que c'est très très important. Et enfin, comme la fonction de maire de petite commune, d'élu, pas forcément maire, parce que dans les équipes municipales, il y a des gens très motivés qui ne sont pas forcément maires, mais on a une forme d'écoute, et comme on gère à la fois des questions, ça va de la question de la pédagogie scolaire, quel matériel il faut acheter, jusqu'à quels travaux il faut faire, etc. Cette façon de jongler sur tous les sujets fait aussi que peut-être on a aussi une habitude à, entre guillemets, diagnostiquer assez rapidement si c'est un peu la véracité de la proposition. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est passé là, qui a une idée et qui va la changer, qui la tiendra pas. Voilà, on a peut-être ces trois points-là qui sont très très importants. Donc l'accessibilité des élus, la réactivité et un peu cette facilité à concrétiser. Moi, je pense que donc le vrai sujet, il est là. Et je pense, c'est David Jays, que certains d'entre vous sûrement connaissent, qui est intervenu, universitaire, et associé à la NCT, qui disait au Congrès des maires ruraux en septembre, vous avez de la chance dans l'espace rural, puisqu'en ville, au moins physiquement, beaucoup de choses sont bloquées, tandis que vous, dans l'espace rural, vous avez des espaces tout court, donc des espaces d'initiative, dont le message c'était donc allez-y.
Et je pense que je le redis aujourd'hui, puisque il prêchait un convaincu, en fait, et donc je pense que c'est très important. Et nous, en tant qu'élus, on est là pour être attentifs. La seule, pour moi, vraie difficulté par rapport à un certain nombre de collègues, disons que voilà, moi j'ai une forme d'appétence sur ces questions-là, et par rapport aux gens qui arrivent ou qui font des propositions, si à un moment disons dans la formulation du projet, s'il est trop alternatif ou, j'allais dire, d'un secteur très culturel moins connu, peut-être ça peut être un petit peu compliqué. Et je pense que là, c'est à ce niveau-là que nous, justement, comme pour tout le monde, comme à l'université, etc., il faut être dans les réseaux. Et j'incite, moi, tous mes collègues, quand ils ont une question comme ça qui leur échappe et que voilà, on ne sait pas ce que c'est, quelqu'un qui, voilà, d'un seul coup, demande une grange pour faire de la danse contemporaine dans un village, voilà, ça peut ne pas forcément parler ni au propriétaire de la grange, ni au maire. Et donc, justement, d'être dans les réseaux, c'est très, très important. Et c'est aussi important, dans le village, par rapport à l'élu, qui est un correspondant départemental ou national comme moi, sur ces questions-là, c'est aussi important que le lien qu'on a aujourd'hui entre nous, dans notre diversité, pour pouvoir porter les projets et les ouvrir. Enfin, je dirais que au niveau d'historique, je souhaiterais rebondir aussi sur le triptyque, sur la forme du triangle, sur le tiers-lieu, excusez-moi, puisque donc les générations précédentes, donc à l'après-guerre, il y avait un autre triptyque qui était sur la question. Il y avait l'école qui était une institution, les parents qui étaient une institution, et en fait la société a réfléchi comme quoi il fallait un troisième pilier, comme pour un tabouret, pour qu'il tienne, il faut 3 pieds. Et donc le troisième pied était les associations, souvent d'éducation populaire, qui ont, pour partie, dans ces périodes-là, aussi ont été des lieux d'innovation, de création, de sociabilité et de transversalité. Et je pense que voilà, donc c'est vraiment très très important que depuis 5 ans, comme vous le disiez, ces choses-là reviennent d'une autre façon, à la fois moderne, créative, mais reprennent cette idée d'un triptyque et avec une forme de solidité dans ce qu'on va créer par rapport à ces questions-là. Et moi, je pense que le fait qu'on le définisse de façon un peu floue, ça a été dit, c'est plutôt une bonne chose parce que ça laisse beaucoup d'espace. Et heureusement, donc, les pouvoirs publics ont ouvert des soutiens par des labellisations et des financements comme la NCT. Moi, je trouve ça très très bien. La seule précaution il ne faut pas trahir un petit peu les projets d'origine et il faut quand même rester ouvert et ne pas trop institutionnaliser les questions quand on se les approprie. Enfin, voilà un petit peu en réaction à votre question, j'espère avoir répondu. Merci Eric Hetzel, c'était très, très intéressant. Alors attendez, je coupe votre micro pour ne pas avoir d'écho. Oui, alors il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de l'impact de l'activité sur les impacts visibles sur le quotidien des habitants du territoire. Vous le mentionnez rapidement, donc je voulais justement demander à Bonnie Chadagnon, est-ce que vous avez déjà le sentiment que votre activité arrive à toucher plusieurs types de publics, lesquels, et j'en profite aussi pour vous poser une deuxième question à l'intérieur, c'est de quoi dépend la pérennité de Polymorphe, notamment d'un point de vue économique, parce qu'on sait que le modèle économique des tiers-lieux, c'est une vraie question en zone rurale. Alors bon, il y a 15 questions en une, et ce serait 5 minutes maximum, si possible. Il va falloir que je structure ma réponse. Alors, niveau public, un peu comme je disais tout à l'heure, on est assez éclectique. On a des publics qui viennent de plus loin, qui sont plutôt des jeunes qui nous suivent via nos réseaux. On est quand même pas mal suivis sur les réseaux. On a pas mal utilisé cet outil pour faire reconnaître notre projet à l'extérieur du village.
Donc c'est des personnes qui viennent d'autres villes, qui viennent de villes ou d'autres régions et qui s'intéressent, et puis en plus on l'a vu beaucoup avec la crise du Covid, qui s'intéressent à des projets en milieu rural, à donner du sens à leurs actions et qui viennent souvent à titre un peu d'observateur, mais qui utilisent un prétexte de type stage environnement, chantier participatif. Voilà. Sinon, on a énormément de demandes de woofing qu'on n'accepte pas encore parce qu'on n'a pas vraiment les capacités d'accueil. Voilà, donc il y a ça, c'est déjà un réseau assez identifié. Ensuite, sur le territoire, là, on va toucher des gens assez différents puisque comme on fait des choses assez différentes, ça va appeler plusieurs personnes. Donc on a ce côté action culturelle, donc là ça va être autant des enfants de l'école primaire jusqu'à des personnes en maison de retraite, ça va dépendre du projet. On fonctionne avec une sorte de catalogue qu'on envoie à beaucoup d'acteurs du territoire en disant voilà, on a toutes ces activités cette année, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un ordre de prix en disant on le co-crée avec vous selon vos besoins et selon ce que vous avez sur place. Quelque chose, si vous pouvez nous accueillir en plein air, alors on n'aura que ce type d'activité. Si vous avez tel espace, alors on peut imaginer ça. Et selon votre public, vos besoins, selon le nombre de personnes qu'on peut toucher, on adaptera l'atelier. Donc ça, c'est autant des artistes en résidence qui dispensent ces ateliers que des artisans locaux, par exemple. On a un stage filage de laine et tonte de brebis qu'on fait régulièrement et qui est animé uniquement par des personnes du coin. Après, il y a les personnes qui viennent pour des événements culturels. Là, on aura plutôt des... Je ne suis pas sociologue, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui aura vécu toute sa vie à Séry qui va s'intéresser à nos activités culturelles. Pour tout vous dire, pour toucher ces personnes-là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on est à 3 km du coup du village. Donc les personnes qui auraient des a priori, qui penseraient, pas forcément à tort, qu'on est des néo-ruraux, venant de grandes villes, et qui auraient une méfiance, ne vont pas forcément faire l'effort de venir à la ferme. Donc on va les toucher, c'est pour ça que je dis on est en itinérance beaucoup, en disant voilà, on va faire dans tel village, et souvent on s'associe avec une structure existante depuis longtemps, que ce soit une école ou une autre association, et ça nous permet du coup, à travers ces autres structures, dans cette démarche collaborative, de toucher différents publics. Du coup, après, il y a les personnes qui viennent parce qu'elles sont intéressées par l'environnement. On a aussi quand même beaucoup de gens qui nous disent qu'on vient ici pour apprendre aux gens à planter des haies. Notamment, une des choses qu'on fait, c'est replanter les haies qui ont été arrachées dans les champs autour de la ferme. Alors, il faut savoir, comme je disais, que nous, notre démarche, c'est vraiment de dire on va utiliser un prétexte pour ouvrir cette activité. On n'est jamais en position de sachant, parce qu'en fait, on est conscient qu'on ne sait pas grand-chose. Et typiquement, les haies, c'est un projet des 2 agricultrices qui ont dit, bon voilà, ça a tout été arraché dans les années 60, nous, on veut tout replanter. Par contre, on a besoin de gens pour venir planter. Donc nous, on dit, très bien, c'est votre projet. Nous, on va trouver les gens, les bénévoles, qui vont venir planter une journée avec nous. Donc c'est un a priori que les personnes qui disent ça ont, qu'on vient apprendre aux gens à bouturer des arbres, des savoirs très anciens qu'on viendrait réapprendre aux gens. Mais je pense que ça vient aussi d'une sorte de malaise du monde rural, d'avoir aussi vécu cette intensification, industrialisation de l'agriculture et d'avoir fait des choses comme arracher des haies qui aujourd'hui sont un peu mal vues et que nous, on viendrait avec notre science un peu les moraliser là-dessus, ce qui n'est pas du tout notre démarche, mais bon. Et en fait, on a un nouveau projet de tiers-lieu au centre du village. Donc ça, c'est monsieur le maire, et du coup, c'est très intéressant votre témoignage en tant que maire, parce que nous, on a un nouveau maire depuis 2020, qui est très très volontariste, et monsieur Fabien Thévenoud, et qui nous a mis un petit peu au centre de sa politique de redynamisation de son village. Et donc il a acheté un bâtiment au centre du village, enfin la mairie a acheté un bâtiment au centre du village pour créer un tiers-lieu de centre de village. Et du coup là, on est dans une démarche beaucoup plus proche des villageois de Séry, qui est très intéressante, puisqu'en fait, c'est des personnes, sans s'en rendre compte, qu'on n'avait pas vraiment touchées. Et donc on a fait pour l'instant une semaine de portes ouvertes. On s'est associé avec une autre association du coin, un cabinet d'architecture, et on a créé des portes ouvertes avec plein d'ateliers chaque jour autour du numérique, autour de la mémoire, autour de l'alimentation. On a réuni beaucoup d'acteurs. On a fait ça en février, on va le refaire en juin, avant que le lieu ouvre en 2023. On utilise le lieu pour faire venir les gens. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a des publics du quotidien, des publics ruraux qui vont venir
participer à ce lieu. Et donc, on a entendu beaucoup de méfiance, mais aussi beaucoup d'enthousiasme en disant super, ça va redynamiser ce village qui, il faut savoir, est en déclin depuis bien 30 ans. Les boutiques ferment, les volets sont fermés. Donc, ça va être un levier très important de la redynamisation et on espère vraiment qu'on saura attirer les habitants autour de ce projet, soit qu'ils s'investissent, soit qu'ils viennent pour travailler, découvrir, participer à des ateliers ou co-créer les ateliers avec d'autres. Voilà, ça c'est pour les publics. Et par rapport du coup à notre modèle économique, nous on est parti entre guillemets de rien. On était entièrement dans le bénévolat au début. On avait uniquement notre autofinancement. Donc au début on a eu une période un peu précaire où nous faisions des prestations en communication pour d'autres acteurs, et au lieu de se payer, on payait l'association. Donc ça a duré 2 ans, où en gros l'association ne vivait que de ce petit autofinancement de nos compétences en communication que Léopold et moi on avait. Et puis peu à peu, on a eu des financements publics, mais on a quand même maintenu cet autofinancement. Donc on continue avec des prestations de communication parce qu'on tient quand même à cette petite indépendance, très relative. Et puis cette revue Polymorphe, c'est aussi une manière d'autofinancer l'association. Mais avec le temps, cet autofinancement a été une part de moins en moins conséquente du budget global de l'association. Maintenant, l'association, elle se repose beaucoup sur les financements publics, mais aussi des fondations privées. Et ça a commencé avec la mairie, la communauté de communes, donc c'est une lasagne, la DRAC, parce qu'on a des activités culturelles, la région, le département, enfin l'État, puis l'Union européenne, et puis des fondations privées. Donc voilà, c'est monté en puissance au fur et à mesure des projets et de l'ambition du projet. On a aussi tout un volet investissement qui est très important. On a retapé l'étage de la maison. On n'avait fait que le rez-de-chaussée en 2017, pour ceux qui ont suivi. Et on a ce projet de réhabilitation d'une grange en espace culturel. Donc ça, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et on a du coup déployé vraiment un volet investissement qui nous rend assez dépendants de subventions. Et puis voilà, en milieu rural, on va pas avoir un modèle économique très centré sur l'autofinancement. On va pas vendre des places de concert chères. On va pas faire payer cher nos ateliers. On va pas avoir une buvette ou un bar qui ferait tourner, parce que en fait, c'est inimaginable déjà que maintenant nos prix sont pas élevés pour qu'il y ait des participants. Enfin, si on commençait à être très dans un esprit marchand, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui viendrait à nos activités. Donc on est quand même assez, à 80%, il me semble, dépendant de subventions publiques et privées. Ok, merci. Donc c'est peut-être une question dont on aura l'occasion de redébattre aussi au moment des questions. Simplement, Eric Rezel, je voulais revenir vers vous aussi pour vous demander si vous aviez constaté des opportunités, des bénéfices, mais aussi des risques et des effets pervers générés par la mise en place de services publics dans certains tiers-lieux. Est-ce que c'est le rôle du tiers-lieu d'endosser le costume de relais postal, de fabricant de masques pendant le confinement, de points caisse des allocations familiales, etc. Plein de services publics qui permettent au tiers-lieu qui permettent de redynamiser un peu les territoires et les villages. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers à ça ? Oui, c'est le rapport à la complexité. C'est vrai qu'un tiers-lieu, s'il veut se développer, il faut qu'il ait des partenariats assez forts. Donc du coup, avec les pouvoirs publics ou les services publics présents. Donc, il ne peut pas être en marginalité totale par rapport à ces questions-là. Par contre, après, et là, je pense que ça vient aussi à la fois des porteurs, que sont par exemple une association et justement les élus. Donc je pense qu'il faut avoir une grande attention par rapport à ces questions-là, parce qu'on sait que, par exemple, sans animosité quelconque, mais par rapport à la Poste, on sait que c'est une structure d'échelle nationale. Si la Poste discute avec une association, ils ne sont pas à égalité. Donc il faut qu'à un moment, la Poste a ses logiques, et il faut que le tiers-lieu garde ses logiques. Et donc, à partir du moment où on est dans un contexte où
ce qui est parfois le cas. Donc la Poste a finalement besoin aussi de ce type de lieu pour pouvoir préserver un point postal à proximité des personnes. Quand c'est un bon compromis, ça peut le faire. Mais c'est vrai vous avez raison, il faut absolument avoir un point d'attention sur ces questions-là pour ne pas se mélanger non plus et aussi mélanger les rôles. Parce que disons, ce qui est apporté par un service public, j'allais dire, est plutôt de l'ordre du besoin. Vous me corrigerez, chers collègues autour de la table, on peut en débattre. Mais disons, les services publics apportent plutôt par rapport à des besoins, tandis que les tiers-lieux apportent, disons, à la fois de la création, du bien-être, à la fois alimentaire ou dans la culture, et donc qui apportent un autre niveau de question et qui est donc, je pense que et d'ailleurs, on vit chacun des deux. On a des besoins, voilà, de vivre dans la société, au milieu avec, disons, ses affaires personnelles et administratives réglées, mais aussi chacun a besoin à la fois d'amis, d'événements culturels et de liens avec les personnes. Et je pense que le tiers-lieu est dans un espace et les services publics dans l'autre. Mais par contre, il faut qu'ils se parlent. Et sur un petit village ou sur un petit centre-bourg, on sait qu'il vaut mieux avoir une forme de rassemblement des énergies par rapport à ces questions-là. Finalement, on sait aussi que physiquement, c'est assez facile à gérer. Je pense par exemple, en Haute-Marne, donc il y a un ancien centre de loisirs, vous savez, les grands bâtiments qu'on construit dans les campagnes pour les colonies de vacances, qui est maintenant un tiers-lieu, et donc qui est arrivé à faire ça, puisque l'espace est suffisamment grand. Et ça aussi, dans le milieu rural, on a souvent un certain espace. On a, comme vous disiez tout à l'heure, chers collègues, des granges, etc. Il y a toujours des espaces où on peut s'aérer. Et donc, je pense que ça permet une liaison sereine entre les services publics et les tiers-lieux. Mais par contre, il ne faut pas que la logique des uns implique ou réduise les autres. Et je pense que pendant longtemps, peut-être 30 ans ou 40 ans, les services publics n'ont pas assez fait attention justement à ces questions-là. Et je pense qu'à travers la question des tiers-lieux, d'une part soutenue par les pouvoirs publics comme l'ANCT, et d'autre part votre démarche d'aujourd'hui par ce type de prix, je pense rééquilibre un petit peu ces questions. Merci beaucoup pour votre réponse et votre témoignage assez éclairant. Alors, je voulais maintenant élargir un peu le spectre de cette table ronde en faisant un lien avec le nom de l'événement pour lequel on est ici. C'est le prix de l'innovation rurale. Et je voulais vous demander, Ignacy Capdevila, cette notion d'innovation, on l'associe souvent au progrès technique, à l'innovation technologique, et puis ça s'est vu dans certains dossiers qui étaient parfois très technologiques. Il y en a certains qui ont été primés, ce qui était très intéressant, mais il y a eu aussi beaucoup de dossiers qui tournaient plus autour de l'artisanat, du terroir, de l'art, de choses comme ça. Donc, est-ce que cette notion d'innovation, c'est un terme qui est un peu désuet aujourd'hui, ou alors est-ce ce qui s'applique pareil dans tous les contextes géographiques et culturels? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tout d'abord, le concept de innovation ou créativité, c'est vraiment un des grands piliers, disons, pour le futur des entreprises, etc., et du développement économique. Donc, en tout cas, c'est vraiment... non, c'est pas désuet, pas du tout. Mais c'est vrai que la notion d'innovation, initialement, est dans le monde académique encore, pour beaucoup, c'est l'innovation reliée au marché, au développement de produits, à la technologie, etc. Ce qui, typiquement, et d'une manière historique, a été fait, développé par des entreprises, dans des clusters industriels, dans des départements de R&D, etc. Et il y a cette compréhension de l'innovation d'une manière, disons, très hard, disons, très ancrée à la technologie et aux nouveaux produits. Et ça continue. Et en fait, quand j'enseigne en cours l'innovation, la stratégie, etc., et on demande aux étudiants de nommer des entreprises innovantes, ils viendront toujours avec des exemples, disons, de Amazon ou Tesla, etc. Donc,
on est encore dans ce paradigme. Mais c'est vrai que de plus en plus, il faut dire aussi que un des problèmes, c'est pas l'objet, qu'est-ce qui est innovant, mais aussi comment on le mesure. Et c'est vrai que dans le monde académique, une manière facile, disons, de prendre un proxy qui peut représenter le degré d'innovation, c'est de mesurer les brevets qui ont été faits, etc. Donc, à nouveau, c'est très biaisé vers ce côté plus industriel. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres champs qui considèrent l'innovation d'une manière complètement différente et qui essayent de se séparer de ce concept industriel, capitalistique, je dirais, etc., et même, je dirais, de pays industrialisés et occidental. Les concepts d'innovation inversée, innovation Jugat, innovation frugale, etc. Donc, déjà, essaye de changer un peu le concept et de se focaliser sur l'innovation avec des moyens limités qui peut-être pourraient être développés dans des pays en voie de développement, etc. Donc aussi des concepts comme l'innovation ouverte, un peu qui souligne l'importance des acteurs qui sont hors les entreprises et sont très souvent éparpillés dans les territoires, un peu aussi balancer cette hégémonie de l'innovation industrielle. Et aussi, il y a un mouvement qui vient souligner aussi l'innovation rurale, mais qui un peu commence. Et il y a certains chercheurs qui parlent un peu de le slow innovation, comme par exemple Richard Shermer, qui un peu vient disons, dire que l'innovation n'est pas que urbaine ou industrielle, ou focaliser sur le marché, parce que aussi il y a beaucoup d'innovations, et je suis sûr que dans vos dossiers, vous avez reçu plein d'innovations, en fait, qui n'ont pas peut-être une application industrielle, ou même avec un retour économique, etc. Donc, il faut voir aussi quelle est l'intentionnalité de ces innovations, qui les fait, en quoi elles consistent, et pour qui elles sont faites, parce que très souvent, elles sont faites au bénéfice des citoyens. Donc, il y a une approche totalement différente à l'innovation traditionnelle. Aussi, dans cette lignée un peu sur la recherche sur l'innovation un peu rurale ou périphérique, un peu souligne donc dans des espaces périphériques, ruraux, ou moins densément peuplés, et il y a beaucoup, disons, d'ingrédients qui font qui poussent à être des espaces qui sont idéaux pour le développement des innovations. Par exemple, on souligne toujours l'importance de la diversité pour innover. Et en fait, si on parle des espaces ou des tiers-lieux, justement, l'objet de la table ronde, dans nos recherches, initialement dans les espaces urbains, on voit que dans les espaces urbains, les tiers-lieux urbains, très souvent, se spécialisent et il y a une diversité limitée par rapport un peu à certaines thématiques, etc. Par contre, dans les espaces, dans les tiers-lieux ruraux, pour plusieurs raisons, une densité plus faible, etc., sont très hétérogènes. Donc vraiment, il y a des acteurs, et je pense que vous témoignez sur cela aussi, Pony, sur cette hétérogénéité et transversalité des acteurs dans des espaces ruraux. Aussi, le fait d'avoir des connaissances très pointues, souvent dans les territoires ruraux, il y a des connaissances industrielles, économiques très concrètes, très spécialisées, ce qui fait aussi, peut-être pas si visibles comme les clusters industriels, peut-être sont plus éparpillés dans le territoire, etc., mais sont aussi très, très importantes, disons, cette concentration de spécialisation des connaissances. Donc, un peu, je voulais, avec cette réponse, un peu équilibrer un peu, et je pense que vous le faites aussi dans le cadre de ces prix, un peu comprendre l'innovation au-delà d'une compréhension standard urbaine, industrielle, et au profit disons, des marchés. Merci beaucoup, Ignacy, pour cette intervention.
Bon, je pense qu'il va être temps de conclure ces échanges avec les intervenants, et en fait on pourrait en parler encore longtemps parce que les tiers-lieux sont en cours même de structuration en filière professionnelle, notamment motivés par l'État, par la NCT en particulier avec ses différents appels à manifestation d'intérêt. Mais aussi par d'autres dynamiques de réseau comme le projet Portail de familles rurales, voilà, qui visent et d'autres acteurs aussi qui visent à faire émerger une dynamique de réseau et une structuration progressive en filière professionnelle. Donc qui font finalement des tiers-lieux un levier essentiel pour le développement territorial, malgré certaines limites et risques qu'on a pu évoquer et qu'on continuera certainement d'évoquer. Donc voilà, maintenant je voulais laisser la parole au public, si vous vouliez soit témoigner, faire un retour d'expérience ou poser une question à nos intervenants. La parole est à vous. Si vous pouviez vous présenter en quelques mots pour qu'on puisse repérer d'où vous venez. Oui. Alexandre Vallès, je me recule un peu. Je porte le projet de mon petit camion. Et on est là avec Romain et Nadège au titre du festival FestiTruck qu'on a organisé à Logona l'année dernière. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes tous invités à Logona d'Aoulas le 17 septembre, deuxième édition. Voilà, ça c'est fait. Je trouve ça super intéressant de parler du croisement entre le rural, la gouvernance et le modèle économique, et comment on arrive à embarquer les collectivités, et comment on va chercher les publics quand on n'a pas forcément la culture du rural, ou qu'on est un urbain qui débarque, et qu'en fait on se retrouve dans une sorte de schéma manichéen, où finalement est-ce que ça a vraiment du sens, est-ce que c'est ça le sujet de fond, ou comment justement on apprend à cohabiter les uns avec les autres dans le respect, dans l'autonomie de chacun. Mais du coup, en essayant de croiser des modèles éco pour qu'on puisse avoir cette forme d'autonomie financière, tout en s'inscrivant dans une démarche d'intérêt général qui, du coup, justifie d'aller chercher de la sub. Moi, je le vois en tant qu'asso, où dans le modèle éco, je vends de la prestation de conseil et d'ingénierie à des collectivités locales, justement pour ne pas m'inscrire dans un modèle de subvention qui, de mon point de vue très personnel, me rendrait précaire, puisque tous les 3 ans je me poserais la question d'eux. Mais du coup ça veut dire de bousculer un petit peu certains élus locaux, parce que je fais des diagnostics de territoire en amont, d'aller les voir, pour dire en fait je réponds à un besoin mal satisfait. Je leur propose des solutions en disant qu'en fait on intervient dans le prolongement de l'action publique. Donc comme si en fait vous avez des compétences territoriales, mais en fait si on va ensemble ce sera plus simple, puisque vous n'avez pas forcément les ressources techniques, financières, humaines de les porter. Et c'est là où en fait on est peut-être plus fort, et le tiers-lieu il a vachement de sens. Ça m'a parlé en fait ce dont vous parliez, Bonnie. J'étais dans le Comminges là, la semaine dernière, donc c'est les sud de la Haute-Garonne, on est au sud de Toulouse, on est dans du rural isolé, dans des fonds de vallée. Enfin je dis ça, c'est pas péjoratif quoi. Y a des camions qui tournent, mais en fait ils ont mis la clé sous la porte parce que le coût de l'essence, parce que les distances sont très longues, qui vont dans des petits hameaux de 200 à 400 habitants. Bref, financièrement, ils ne tiennent pas. Il y a des gens dans des villages, du coup, ils se retrouvent à même plus avoir de pain. Donc, ils ne mangent plus de pain, parce que sinon, il faut qu'ils roulent 25 minutes pour aller à la boulangerie. Et en effet, là, on est à Paris, on a accès à tout. Enfin, pour moi, il y a des formes de discrimination territoriale. Et à côté, dans d'autres villages, il y a des personnes qui, justement, veulent faire revivre leur village. Et qui créent des tiers-lieux qui sont foisonnants d'idées, de créativité, d'initiatives, qui vont plutôt toucher des néo-ruraux et qui sont regardés un petit peu en biais par des ruraux qui sont dans des visions plutôt traditionnelles. Bon, en fait, comment on arrive à faire cohabiter tout ça, quoi, et pour que tout le monde s'y retrouve à un moment, justement, où je vais vendre du café, un café où je vais vendre une boisson qui n'est pas trop chère, mais qui, du coup, va me permettre d'absorber toutes mes charges d'investissement, d'aménagement de mon local, de salaire des gens qui partent derrière, et en faisant un écho près des collectivités, en leur disant en fait, faut qu'on y aille ensemble, quoi, parce qu'on sera plus fort, et qu'on bouleverse un petit peu nos manières de penser. Voilà. Une fois que c'est dit,
Et en fait, moi j'ai l'impression, je vais m'arrêter là-dessus, que il n'y a pas de solution préétablie, que en fait c'est écouter le territoire, c'est écouter les gens, c'est écouter leurs besoins, essayer de trouver des solutions à leurs besoins, et que ce qu'on a fait ici, ce sera pas forcément la même chose que ce qu'on fera ailleurs. Nous, on a fait des trucs tous les trois là. Je suis incapable de reproduire ça. Donc comment ça ne fonctionnera pas. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes héritages. Mais par contre, il y a des choses inspirantes qui peuvent servir. Donc finalement, c'est un peu c'est comme une ruche quoi. Hein. On prend des petits bouts par là, des petits bouts par là. On va voir ce qui se passe du côté de la Savoie, du côté de l'Alsace. Et puis voilà. Et en fait, c'est là où on se retrouve à être dans un schéma d'innovation et de créativité systématique. Et c'est génial. Bon alors du coup, on s'arrête jamais. Hein. Voilà, ça fait les poches sous les yeux, tout ça. Je m'arrête. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un veut réagir Oui, bien sûr. Allez-y, alors vous, voilà. Bonjour, donc Laurence Martin, je suis chargée de mission ruralité au ministère de la Culture et je suis donc très intéressée par tous les échanges qui ont eu lieu depuis ce matin. Je remercie les intervenants pour la qualité de leurs interventions ainsi que les organisateurs de la table ronde. Et ce qui me frappait au travers de ces différents échanges, c'est... on a parlé de l'importance de la convivialité, l'importance des tiers-lieux comme levier des dynamiques territoriales en milieu rural. Et ce qui me frappait également, c'est l'importance des enjeux culturels en réalité dans les tiers-lieux en milieu rural. Et ces enjeux culturels, donc au-delà, enfin je ne sais pas s'il y a un au-delà de la convivialité, mais on voit bien qu'il y a différents secteurs en fait qui sont concernés d'un point de vue culturel. Il y a, on a parlé des questions architecturales avec les enjeux autour de tout ce qui concerne l'éco-construction, les enjeux de création avec les résidences d'artistes, la question de l'action culturelle avec les activités culturelles proposées aux habitants, la question des savoir-faire, en lien avec l'alimentation, l'agriculture, qui relève de ce qu'on appelle au ministère de la Culture le patrimoine culturel immatériel. Voilà, donc c'est vrai que je crois que ce prix de l'innovation rurale, effectivement, il est important pour les acteurs ruraux, il est important pour témoigner d'une vision positive de la ruralité que nous partageons également au ministère de la Culture. Et voilà, donc je voulais dire simplement ce remerciement, ce témoignage effectivement de l'importance que nous aussi au ministère de la Culture nous accordons à la ruralité et à la question des tiers-lieux. Merci beaucoup pour votre retour. Alors oui, bien sûr, je suis désolé, j'ai pas mes lunettes, je vois pas votre nom. Oui, un lauréat. Allez-y. Michel Grosjean, Lorraine. Je pense que aussi quand on parle des tiers-lieux et de cette réflexion-là, il faut savoir que dans le monde rural, si on veut avoir des loisirs, si on veut avoir de la convivialité, si on veut avoir des services, il faut faire. Et le faire ensemble est extrêmement important. Ça, je pense que c'est une démarche. On n'achète pas le service, on fait. On fait avec. C'est ça la démarche qui est, à mon avis, la plus innovante aujourd'hui. Et je donne des exemples aussi très pratiques par rapport même aux collectivités. Vous avez une cantine scolaire. Pour gérer une cantine scolaire au niveau d'une commune rurale, enfin, j'ai un de mes collègues qui est adjoint au maire, et c'est un de ses soucis du reste, c'est une catastrophe, c'est très très difficile. Et si on ne s'appuie pas sur un monde associatif qui prend la chose en main et qui donne de la souplesse à la gestion, eh ben c'est quand même autre chose, quoi. Ça veut dire aussi que les parents sont obligés d'être élus comme président de l'association, gérer les choses, etc. etc. Hein. Mais ça donne toute la souplesse à la vie de tous les jours, quoi, de tout le monde, quoi. Donc c'est le faire ensemble qui me semble le plus important. Merci beaucoup. Éric Rezel, vous vouliez réagir ? Oui, c'est des sujets très importants et je vais essayer d'être court. Je pense que il y a quand même, pendant une assez grande période, les gens se sont trompés effectivement sur la relation et notamment il y avait la personne du ministère de la Culture
et notamment un certain nombre d'acteurs culturels qui, plein de bonne volonté, voulaient apporter la culture dans le monde rural. Et je connais un certain nombre d'exemples où ça s'est très très mal passé parce que justement il y avait une forme de condescendance qui était tout à fait néfaste en fait par rapport à ces sujets-là. Je donnerai juste un exemple, c'est-à-dire que dans le centre-bourg qui est juste à côté de chez moi, on a fait la proportion, donc il y a plus de 10% des enfants du secteur qui vont à l'école de musique, contrairement à la ville d'à côté où il y a moins de 1% de gens qui vont à l'école de musique. Voilà, donc, et le fait d'avoir cet a priori comme quoi on ne ferait pas de culture dans le monde rural, est battu en brèche un peu par tous les sujets, et non, mais pendant toute une période. Et ce que je veux dire en positif par rapport à la question des tiers-lieux, je pense que les tiers-lieux ont amené, c'est un petit peu structure support, un peu hétéroclite, l'avantage qu'ils ont amené, c'est qu'ils ont amené des gens qui sont, enfin, de mon point de vue, pour l'immense majorité, des gens qui ont supprimé cette question-là. C'est des gens qui, même s'ils ont une formation par ailleurs, je sais pas, la caricature étant l'ingénieur informatique qui fait un CAP de boulanger, mais disons que les gens qui arrivent, la plupart du temps, ont lâché cette question-là et se sont dit, je fais chez des gens, ils sont pas comme nous, ils vivent pas comme nous, mais ce que vous disiez tout à l'heure quand vous relatiez votre expérience en début de présentation, et donc moi je trouve que c'est bien parce que du coup on a fait abstraction de cette condescendance et du coup là ça peut marcher. Et je pense que l'avantage du tiers-lieu, ce que vous disiez en introduction sur ces 4-5 dernières années, c'est très très positif sur ce niveau puisque voilà on est sur un autre rythme et les gens qui viennent dans le monde rural ont lâché cet esprit de condescendance et donc le monde rural lui n'est pas tout le monde n'est pas forcément prêt, mais au moins lui aussi se dit qu'il connaît des expériences souvent de proximité, là où ça marchait, à 30 km, donc pourquoi pas nous. Merci encore pour ce retour. Est-ce que une dernière réaction peut-être? Oui. Moi, je reprends la parole pour dire, oser dire, j'ai besoin de toi. De l'humilité, mais aussi l'autre est aussi important et apporter sa richesse. Ça me semble être un bon mot de la fin. Bien écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et les remercier. Tout d'abord, je voudrais... donc, en fait, comment ça va se passer? On va faire une petite séquence de 10-15 minutes où on va recevoir au moins une lauréate de l'an passé que je vois connecter Morgane Deligia, qui va nous parler du projet pour lequel elle a été récompensée, entre autres, l'an passé. Et nous faire un retour d'expérience sur ce qu'ils sont devenus. Morgane, je ne sais pas si vous m'entendez, mais voilà, nous vous écoutons. Alors oui, je vous entends, je vous vois, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Ouais, on vous voit. Alors oui, normalement, vous devez nous voir en tout petit sur l'écran. Mais... Oui. Donc déjà, merci de m'accueillir. Comme vous le disiez, donc, je suis Morgane Deligia, je suis chef de projet pour l'association Elle, qui est basée à Autun en Saône-et-Loire, donc sur un territoire à très forte dominante rurale, hein, ça reste la thématique principale de cette journée. Et nous avons été effectivement lauréats du prix d'innovation rurale 2021, parmi les nombreux lauréats, pour un projet de démonstrateur itinérant. Donc c'est un projet que nous avons développé, qui en était à l'étape de projet en 2021, mais qui a pu être mis en œuvre grâce au concours de nombreux soutiens, dont le prix d'innovation rurale. Donc ce projet consiste à créer un appartement témoin équipé en adaptation du logement, en aide technique et aide domotique, qui puisse être complètement mobile et apporter l'information directement auprès des personnes. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui,
Une grosse problématique de la part des personnes âgées, en perte d'autonomie, en situation de handicap, c'est celle du maintien à domicile. C'est vraiment une grosse préoccupation. Et pour pouvoir être maintenu en domicile, il y a tout un ensemble d'aides qui peuvent être mises en place, mais qui restent encore très méconnues. Et c'est notamment le cas pour ces aides techniques et domotiques. Et la meilleure façon pour les faire connaître, c'est de les montrer en fonctionnement. Seulement, se pose le problème de la mobilité. On sait qu'il est difficile de faire venir les personnes sur des actions d'information, de sensibilisation, ce qui est d'autant plus vrai dans les zones rurales. Nous, on a cette expérience-là. Même en mettant en place des transports, on sait que c'est difficile de mobiliser les personnes. Quand on dit à une personne âgée qu'il faut monter à la ville, c'est tout de suite très compliqué, c'est un événement, ça fait peur, alors que tout est mis en place. Donc on voit qu'il y a vraiment un blocage. Donc on a décidé d'aller apporter l'information directement aux personnes, dans une logique d'aller vers, c'est dans l'air du temps. Donc on a mis en place ce démonstrateur itinérant. Donc c'est un camion, un grand camion, un petit poids lourd, qui, une fois installé sur place, se déplie totalement pour former un véritable appartement de 35 mètres carrés, qui peut être visité par les personnes, où il y a plus d'une centaine d'adaptations du logement, de techniques et de domotique, des choses très très simplistes, très petites, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes et compliquées. L'idée étant de montrer aux personnes que, quelle que soit leur situation, il peut vraiment y avoir une solution à leur proposer. Alors on entre sur souvent la thématique de l'adaptation du logement, mais forcément quand on parle de maintien à domicile, la première étape ce sont les aides humaines, c'est de vérifier que les personnes ont bien des droits qui sont ouverts, etc. Donc c'est vraiment pour nous une porte d'entrée sur une population qui habituellement est peut-être un petit peu moins repérée, voire même invisible dans certains cas. Donc l'idée c'est vraiment d'en faire un événement et vraiment d'apporter quelque chose aux personnes. Ce qu'on nous dit beaucoup dans les zones rurales, c'est chouette, quelque chose qui est organisé pour nous sur notre petite commune, sur notre petit village. Donc c'est vraiment d'en faire un événement et de repérer ces personnes-là. Donc c'est un projet qui a été de longue haleine, en pleine crise sanitaire et crise des matières premières. On a choisi de fabriquer un camion fait de métal, plastique et autres. Donc je vous laisse imaginer les difficultés que nous avons pu avoir, mais qui a finalement été lancé en octobre 2021. Donc, on a réussi à avoir notre camion. On a pu mobiliser beaucoup de partenaires, beaucoup de professionnels autour de ce projet. C'est ça aussi qui a permis de le lancer et d'avoir un bon fonctionnement. À l'heure d'aujourd'hui, on a mis en place 8 actions, donc dans des communes directement, des communes très très rurales parfois, avec quelques petites centaines d'habitants, dans des entreprises également, où toute la problématique des personnes en situation de handicap, mais aussi des aidants, est très prégnante, et dans des écoles type école d'aide à domicile. Donc, plutôt un bon retour, et on voit que c'est vraiment des thématiques qui intéressent les personnes, puisque sur ces 8 actions, on a pratiquement 500 personnes qui ont visité le démonstrateur. Donc, on a la chance, même dans des petites communes, des communes rurales, on en parlait tout à l'heure, de réussir à mobiliser peut-être pas facilement, mais en tout cas efficacement, ce qui est assez intéressant comme retour. Que ce soit les bénéficiaires directement, on va dire notre public cible, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais également des aidants professionnels qui sont très très demandeurs d'informations, de structuration, de ressources, et bien évidemment des aidants naturels. Et pour 2022, on a d'ores et déjà 11 réservations du camion, 11 actions qui sont prévues dans différentes communes de Saône-et-Loire. Donc on voit qu'on a une montée en charge qui est quand même assez importante. On espère qu'il va se développer, mais ce démonstrateur, en tout cas, réussit à convaincre à la fois les structures qui nous sollicitent, mais aussi les personnes. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que l'usage qui en effet correspond à l'idée et aux objectifs que nous en avions. Donc ça, c'est vraiment bien. Et l'idée, ça va être de continuer à le faire tourner de plus en plus. Pour le moment, on se concentre sur le territoire de la Saône-et-Loire, mais on commence à avoir des demandes sur d'autres lieux. Et puis, éventuellement, de développer d'autres projets parce qu'on voit que toujours, quand on est confronté à la réalité du terrain, quand on est confronté aux personnes, il y a énormément de choses qui remontent. Et le sujet des aidants remonte énormément. On voit que c'est une demande particulière
Et les personnes sont vraiment en recherche de solutions. Donc, on va sûrement développer dans les années à venir des projets en lien avec les aidants. Et puis également le numérique, qui reste très, très important, surtout pour ces populations-là. Donc, vraiment, ce démonstrateur va nous servir de support, d'appui pour développer d'autres choses, pour rencontrer les personnes, pour se confronter au terrain et permettre toujours de répondre aux besoins des personnes au plus près et le plus facilitant possible pour chacun. Voilà sur le retour que je peux vous faire de ce projet. Merci beaucoup Morgane, je vois beaucoup de sourires heureux dans la salle en vous entendant parler, de voir que ce projet se développe encore, fonctionne. Donc merci beaucoup pour ce retour d'expérience et on espère que vous pourrez continuer de nombreuses années comme ça. Et on a aussi Mathieu Veillot qui nous a rejoint de Cœur de Beauce Mobilité, Cœur de Beauce Mobilité qui est aussi un lauréat de l'édition passée. Donc pareil, est-ce que Mathieu, vous pourriez nous faire un retour d'expérience, enfin vous présenter votre projet aux personnes qui ne le connaissent pas encore et nous raconter un peu où vous en êtes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, nous avons été donc lauréats du concours d'innovation rurale de l'édition 2021 et nous avons reçu le prix spécial CEREMA pour notre projet Cœur de Beauce Mobilité. Donc, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes Cœur de Beauce, donc qui est un EPCI situé en Eure-et-Loire. Et le principe de ce projet est de proposer un service de covoiturage aux employés résidant sur notre territoire et qui travaillent sur une zone d'activité qui concentre beaucoup d'emplois, proposer un service de covoiturage pour les trajets domicile-travail. Donc, ce service est constitué de 2 éléments. Le premier, c'est la création d'une application mobile pour que les employés proposent en tant que conducteur ou recherchent en tant que passager un trajet pour réaliser les trajets donc depuis leur commune de résidence jusqu'à la zone d'emploi. Donc en l'occurrence, la zone d'activité d'Artenay-Poupry qui concentre un nombre d'entreprises à vocation logistique et qui est une zone qui demande énormément d'emplois. Donc c'est à ce jour, on peut compter à peu près 1500 employés. Donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et donc, on a cette application pour les trajets en covoiturage. Et le deuxième élément, c'est de mettre à disposition des véhicules électriques, les mettre à disposition d'employés pour qu'ils puissent être les conducteurs de ce qu'on appelle les navettes. Donc, les navettes, ce sont ces véhicules électriques qui parcourront les trajets quotidiens entre les communes de notre territoire et cette zone d'activité. Donc, voici donc notre projet dans ces grandes lignes. Donc, néanmoins, malheureusement, ce projet n'est toujours pas opérationnel. Donc, il n'y a toujours pas de véhicules en circulation. Mais il me semble que c'est aussi la vie d'un projet, c'est d'avancer, parfois de faire face à des contraintes. Et nous, dans notre cas, elles ne sont pas des moindres. Mais en tout cas, on a pu avancer depuis l'année dernière. Donc, le premier point, ça a été tout d'abord de sécuriser juridiquement les principes de notre service. Donc, il y avait d'une part la question de l'application qui permet donc de partager des trajets. Et cette application a dû faire l'objet d'une validation juridique car il y a la question de la géolocalisation et du RGPD qui, donc, de nos jours, nécessite vraiment d'avoir un service qui soit très fiable de ce point de vue-là. Et il y a également la question de la charte d'utilisation des navettes, donc qui constitue le document entre la communauté de communes et le conducteur de la navette. Donc ce document a également été validé par des juristes afin de pouvoir définir les responsabilités respectives des parties, donc la personne qui met à disposition le véhicule et le conducteur. Donc, ce travail a été assez long, assez fastidieux, étant donné que ce service de mobilité est une expérimentation.
de fait, on n'entre pas tout à fait dans les cases. Donc voilà, on a dû s'adapter pour le rendre opérationnel, notamment auprès de la région Centre-Val de Loire, qui a la compétence mobilité, donc auprès de qui nous devons demander une délégation de compétences. Donc il y a eu tout d'abord ce point de nature juridique qui nous a quand même occupé en grande partie donc, sur la fin de l'année 2021. Il y avait également la question de l'assurance qu'on a pu soulever et résoudre, car il fallait qu'on s'assure que notre collectivité puisse être assurée pour mettre en œuvre ce type de service, mettre en ligne une application numérique et avoir ce document, donc cette charte d'utilisation des navettes, qui permet la mise à disposition d'un véhicule. Donc, étant donné que ces points ont été validés récemment, on peut espérer, donc c'est prévu que l'application qui s'intitule Boss Mobilité, cette application de covoiturage, soit mise en ligne sur le Play Store, c'est-à-dire pour tous les téléphones de technologie Android, pour le 22 avril 2022. Donc, on a cette première date qui sera quand même un premier pas de concrétisation de notre projet. Et à cet effet, à partir de cette date, l'application sera téléchargeable gratuitement par les habitants de notre territoire et en premier lieu les employés de cette zone d'activité. Ensuite, nous avons pu établir le contact avec les entreprises, car étant donné que le service s'adresse aux employés, il faut au préalable avoir l'amont de l'entreprise pour communiquer auprès de ses employés et également l'objet de notre demande auprès des entreprises était aussi d'assurer la recharge des véhicules électriques en demandant l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Donc ce point a également été éclairci, donc on a des entreprises qui sont favorables et qui ont accédé à cette demande, étant donné que c'est d'autant plus dans l'air du temps, tout ce qui relève de la mobilité électrique. Donc sur ce point, on a pu avancer. Et enfin, comme je le disais juste avant, la région qui a la compétence mobilité sur notre territoire est favorable à ce qu'on mette en œuvre notre projet. Et là, nous sommes en attente d'un partenariat par voie de conventionnement pour qu'on soit sur le plan de la compétence opérationnelle pour mettre en place ce projet. Donc voilà, les choses avancent. On essaie de lever les contraintes une par une. Ce n'est pas toujours évident, mais on avance dans le bon sens. On a l'aval de la région, l'aval des entreprises. Donc c'est vraiment les points déterminants pour qu'on puisse rendre notre projet concret pour nos habitants afin de lever les freins à la mobilité et d'améliorer leur employabilité. Et donc, nous avons prévu, si tout se passe bien, avant cet été, nous pourrons mettre en circulation un véhicule électrique, et donc avec l'application qui sera accessible en ligne pour éprouver le service en conditions réelles et voir comment les employés s'approprient le service, l'utilisation de l'application et l'usage du véhicule qui sera mis à disposition. Donc voilà, on a les devis pour louer les véhicules électriques. Donc là, on devrait pouvoir commencer la communication au sein d'une entreprise, a priori au mois de mai. On a eu un accord de principe sur cette date afin de s'organiser pour qu'on puisse présenter notre projet aux employés et le rendre concret. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à notre projet Cœur de Beauce Mobilité et depuis le mois de mai dernier et notre prix spécial CEREMA. Merci beaucoup Mathieu pour ce retour d'expérience. Alors on espère que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs d'ici l'été, mais effectivement les relations avec les partenaires publics comme privés, c'est déjà une très bonne étape de franchie. Merci à vous Morgane et Mathieu. Pardon ? Oui, pardon. Merci à vous Morgane et Mathieu, sachant que monsieur le président du jury, Jean Malo, a un petit mot à dire, donc je ne vous dis pas au revoir tout de suite. Non, restez en ligne, s'il vous plaît. Merci de me donner la parole, monsieur le président de séance. Oui, la séquence que nous venons de vivre est
pour moi très importante, et je pense pour d'autres ici. C'est-à-dire que le prix de l'innovation rurale, ce n'est pas uniquement une réunion dans laquelle on distribue des récompenses et puis on rentre chez soi. C'est un processus par lequel on accompagne des projets, on s'intéresse à des projets, des étudiants interviennent sur des projets, des organismes publics divers interviennent sur des projets, et on se préoccupe de ce qu'ils deviennent, ces projets. C'est ça qui en fait l'intérêt. D'ailleurs, c'est ma motivation, moi, parce que sinon, bon, voilà, on a tous fait des jurys, et puis on distribue puis on coupe des rubans, et puis voilà, puis on boit du champagne, oui, parfois, ou du blanc de 5%. Voilà. Et donc, mais c'est moins intéressant. Et vous avez eu là un échantillon de 3, en réalité, 3 projets primés l'an dernier, puisque Bonny-Châtagnon a reçu un prix l'an dernier, et vous avez eu une espèce de typologie des projets primés l'an dernier, avec trois projets très différents. Le cas de Polymorphe, qui préexistait au prix de l'innovation rurale, et qui déjà l'an dernier nous montrait ce qu'ils savaient faire, et donc on les a primés parce qu'ils nous ont montré ce qu'ils savaient faire et qui pouvaient être exploités ailleurs. Le camion démonstrateur qui a été présenté tout à l'heure, et j'ai vu que ça intéressait beaucoup de monde dans la salle, à l'époque n'existait pas. Donc nous avons encouragé sa construction et nous voyons que désormais il se déploie sur le terrain et qu'il répond aux besoins de la population, modifie le quotidien, c'est la formule qu'on utilise ici, il modifie le quotidien des habitants. Et puis le cas de Cœur de Beauce Mobilité, où effectivement ce projet est en cours de construction, a progressé, en grande partie grâce au prix de l'innovation rurale, puisque le soutien du CEREMA, je pense, a été propice aux évolutions que nous avez décrites. Et voilà, donc on a vraiment différents procédés, différents processus. Nous voulons les encourager et surtout, et je conclurai là-dessus, ce qui est très important pour moi et j'espère pour tout le monde ici, c'est que ça nous permet aussi de faire de l'évaluation. Très important. Tirer les leçons de ce qui s'est passé ici ou là, parfois des réussites, parfois des échecs, parfois des difficultés, comment les surmonter. Et j'ai vu que dans la salle, beaucoup prenaient des notes, parce que ça leur parle, ça leur dit, ils sont porteurs de projets, on en parlera cet après-midi pour certains d'entre eux. J'ai vu que, bon, on retrouve des problématiques, ils se disent, bah, ça pourrait bien m'arriver à mon tour, donc essayons de voir comment ils ont fait et comment je pourrais, à mon tour, suivre cet exemple pour réussir. Voilà. Et comment, d'ailleurs, dans les projets primés l'an dernier, il y avait des problématiques tout à fait voisines de celles qu'on va retrouver cet après-midi et auxquelles il est répondu de façon assez différente, vous verrez, mais je n'anticipe pas sur mon propre propos de cet après-midi. Le suspense arrive. Merci Jean pour cette conclusion. On va passer à notre dernière intervention de la matinée. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir Patrick Lévy-Weitz, président de France Tiers-Lieux, donc dans la continuité de cette table ronde, qui va nous faire une keynote d'un quart d'heure, présentée aussi par Paul Mathieu. Donc bonjour Patrick, et je pense qu'on peut applaudir aussi tous les lauréats de l'an dernier, les participants.